Alors c'est aussi bien en français qu'en anglais. Femme, très jeune femme, 28 ans, augmentation progressive d'une tuméfaction postérieure de la cuisse droite, et l'IRM retrouve une masse de 20 cm de diamètre. C'est pas si anodin que ça, hein. Ceux qui viennent en RCP dans les centres un peu référents sarcome, un tiers de nos patients ont une tumeur de plus de 10 cm. Plus le patient est fort, cliniquement, hein, il est obèse, plus le diagnostic de sarcome est localement avancé. Souvent les femmes maigres ou les hommes plus maigres, le diagnostic évidemment plus précocement. C'est souvent à l'occasion d'une perte de poids qu'on voit une disparité de la cuisse apparaître. C'est souvent un mécanisme avant même un symptôme. Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi je suis encore plus sympa que Olivier, c'est préparer les QCR. Il fait le QCR. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. La vraie vie, c'est pas comme ça. Chirurgie suivie de radiothérapie, biopsie, cytoponction, biopsie chirurgicale, amputation surveillée. Biopsie sur les repos. Amputation. On discutera ensuite. Une seule question, une seule réponse. Bien. Alors, on essaye à tout prix d'éviter de plus en plus des biopsies chirurgicales qui permettent d'affiner le diagnostic, parce qu'évidemment, on a plus d'éléments à biopsier, mais en fait, sur des tumeurs localement avancées, les biopsies chirurgicales, ça fait des trocards un petit peu trop élevés, et la tumeur, ça donne un petit coup de 2 fois, ça apporte de l'oxygène, et souvent les tumeurs sortent quand même par l'orifice du trocar. Donc aujourd'hui, une cytoponction à l'aiguille est largement suffisante. Il y a des chirurgiens qui opèrent d'emblée. Hein. On y reviendra, c'est le deuxième cas, ce qu'il ne faut pas faire. Juste sur le vocabulaire, peut-être pour préciser, biopsie. Cytoponction, c'est aiguille fine, le risque, c'est que vous n'avez pas suffisamment de matériel. Biopsie, 14 gauges. À l'aiguille, 14 ou 7 gauges. 14. Sinon les anapathes nous engueulent. C'est un liposarcome myxoïde de grade 2. Donc c'est une tumeur localement avancée, venant en contact du pédicule vasculaire. C'est une hémorragie et du sciatique, évidemment, quand vous avez une tumeur de 20 cm dans la cuisse, c'est plus grand chose. Hein. La tumeur vient forcément au contact des structures nobles. Même si le patient est un peu symptomatique. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Amputation. Ça a été le où? Hein? L'anapathe. On fait comme si tout... On ne va pas revenir sur le... Tout se passe bien. Tout se passe bien. En lecture, sinon. Vous avez vu, moi, je n'ai pas interrompu une seule fois. Alors, chirurgie suivie de chimiothérapie ou de radiothérapie, radiothérapie première, amputation suivie de chimiothérapie, ILP suivie de chirurgie, plus ou moins chimiothérapie, radiothérapie adjuvante, ou chimiothérapie première, chirurgie, radiothérapie. Il y a plusieurs possibilités, hein. Personne n'a la science infuse. Groupe numéro 1, qu'est-ce que vous faites? En plus, vous êtes dans le service il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous faites? Elle a 28 ans, hein, elle est toute jeune, elle a 24 ans. Elle veut quoi? Elle veut conserver son nom? Liposarcome myxoïde. Elle veut conserver son nom ou pas? Il faut partir du principe. Quoi. Non, non, c'est généralement, on ne les fait pas, elle voudrait bien qu'on en débarrasse. Garder son Il y en a qui ont amputation. La journée qui sera votée. Je préférerais être amputé après le passage de service, mais... À 24 ans? Ah ouais. Sans aucune hésitation. Quel taux d'amputation dans la database, la fameuse database de données de sarc en France? C'est quoi le taux d'amputation en France sur un sarcome? À un stade donné, peu importe, on ampute combien de personnes en France sur un sarcome? À peu près 6%, 6-7%. On était à 10-15% il y a quelques années. On est à 6-7%. À un moment donné, l'évolution part d'emblée. C'est rare les situations aujourd'hui en France où on ne discute pas des traitements conservateurs avant. L'objectif des traitements conservateurs, c'est juste des traitements néoadjuvants, c'est pour conserver le membre. Quelle est la particularité? Vous avez vu l'anapathe, on n'a pas insisté beaucoup là-dessus. Le liposarcome myxoïde, ça veut dire quelque chose? C'est qu'il y a 4 types de liposarcome. Les liposarcomes bien et différenciés, qu'on voit surtout dans le rétropalitoine, qui ont une amplification de MDM2 et de TDK4. Il y a le liposarcome pléiomorphe, et il y a le liposarcome myxoïde plus ou moins cellulaire. Et ces liposarcomes myxoïdes ont une translocation de CL. Et c'est le sarcome le plus sensible à la radiothérapie, à la chimiothérapie. Il faut le savoir, dès que c'est souvent des patients jeunes. Hein. Rappelez-vous que les sarcomes sous-tendus par une translocation spécifique, la moyenne d'âge au découvert, c'est 10 ans de moins que la médiane d'âge dans tous les sarcomes.
La moyenne d'âge de découverte du sarcome, c'est 52 ans, 53 ans. Et pour les sarcomes sous-tendus par une translocation, c'est 10 ans de moins, c'est 40 ans à peu près. Et pour ça, elle a 26 ans, 28 ans, peu importe. Donc il y a plusieurs options. Hein. Il faut à tout prix conserver son membre. Hein. La chirurgie, on peut faire une chirurgie conservatrice. Hein. Il y a des chirurgiens qui opèrent ce genre de patients, mais ça va être une exérèse R1 voire R2, vu la taille. Il faut supprimer le sciatique, supprimer le pellicule vasculaire. Donc peuvent se discuter une radiothérapie première. Ça c'est comme à éviter, si on peut. Hein. Donc, radiothérapie première, c'est ce qu'on fait souvent, ceux qui viennent au comité le lundi. Il y a des gros liposarcomycétoïdes, on en a encore vu un lundi dernier. Tumeur 20 cm chez une femme jeune. Radiothérapie première, c'est jouable. ILP suivi de chirurgie, enfin ILP en premier, l'ILP c'est perfusion de lait de membre. Il n'y a pas beaucoup de centres en France qui a cette technique, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est une approche. Vous savez ce que c'est qu'une perfusion de lait de membre? Vous avez déjà entendu parler? Vous mettez votre bras ou votre jambe en circulation extracorporelle. Il faut qu'il y ait une voie d'abord facile. Hein. Il faut que le pôle de la tumeur soit à distance, le pôle supérieur soit à distance du pli inguinal ou du pli axillaire. Pouvoir mettre votre bras ou votre jambe avec un garrot en circulation extracorporelle pendant 90 minutes avec un bain de TNF, Tumor Necrosis Factor, qui est certainement in vitro une des cytokines les plus actives sur les cellules tumorales. C'est ce que vous sécrétez quand vous êtes en réa, quand vous avez un sepsis, vous avez une sécrétion naturelle de TNF, ce qui donne une substance pyrogène et qui a une activité antitumorale nette. Et c'est des études issues de travaux à Rotterdam et en Suisse dans les années fin du siècle dernier. Et l'avantage, c'est que c'est one shot, vous faites un mélange de TNF et de melphalan, et en 90 minutes, avec une hyperthermie de 42 degrés, tout ça fait que une vasoconstriction des vaisseaux tumoraux, et en une seule fois, dans le mélanome et dans le sarcome, dans le mélanome surtout, vous avez 75% de réponse complète, et dans le sarcome, 30 à 40% de réponse complète histologique, même sur des grosses tumeurs comme ça. Donc on a cette possibilité-là, on le fait. Ou chimiothérapie première. Pour ceux qui étaient à Copenhague à l'ESMO, je pense que vous avez entendu parler de cette étude, ou pas du tout. Est-ce que c'est un standard de faire une chimiothérapie première dans les sarcomes localement avancés? Toutes les études jusqu'à jour d'aujourd'hui, mais il n'y en avait qu'une qui était randomisée dans les années 80-85, qui a été négative. Entre chirurgie d'emblée et précédée de 3 cycles de chimiothérapie, c'était pareil. Et puis cette deuxième étude, qui a été 30 ans plus tard, qui a fait l'objet d'une communication orale en séance plénière, a démontré que 3 cycles de chimiothérapie à base d'une anthracycline plus ifosfamide faisaient mieux qu'une chimiothérapie adaptée au sous-type histologique. Je vais vous la montrer, je vais vous la présenter cette étude juste pour vous montrer qu'aujourd'hui c'est une seule étude. Elle est critiquable parce qu'il n'y a pas de bras contrôle, mais enfin toujours est-il que c'est la première fois qu'il y a une étude positive en faveur d'un type de chimiothérapie par rapport à un autre type de chimiothérapie. Il faut se rappeler que le traitement principal des sarcomes localisés, c'est quand même la chirurgie. Mais autour de la chirurgie, soit en préopératoire, soit en post-opératoire, se discutent des traitements systémiques. Et là, aujourd'hui, pour les tumeurs localement avancées, il y a cette arme supplémentaire. Donc, il y a la radiothérapie première, l'ILP, et la chimiothérapie première. Quand vous regardez les recommandations de l'ESMO, les dernières, quand vous regardez le libellé de la chimiothérapie première, l'objectif, c'est pas forcément d'avoir un impact sur les micrométastases déjà présents au diagnostic. Plus la tumeur est localement avancée, plus la probabilité que vous ayez déjà des métastases infracliniques, infraradiologiques est grande, forcément. Ben, le rôle de la chimiothérapie, c'est de faciliter l'acte opératoire, c'est de rendre opérable des tumeurs qui sont considérées comme marginalement opérables, moyennant une amputation ou une chirurgie dès l'avant. Donc, et quand on est dans cette situation-là, même avant l'étude qu'on vient de vous montrer, on utilise une polychimiothérapie à base d'anthracycline et d'ifosfamide. Alors brièvement, pour ceux qui s'intéressent, c'était une étude, c'est la première et peut-être la seule, hein, parce que c'est très compliqué de monter
des études dans le monde, c'est une étude multicentrique en situation préopératoire. Les patients, qui étaient quand même un groupe homogène de patients, c'est des patients à haut risque de rechute, grade 3, chez l'adulte, extrémité des parois thoraciques, et des tailles supérieures à 5 cm. Ces patients-là, selon un algorithme dit Y, ont 50 à 70% de probabilité de rechute à 5 ans. Donc c'est des hauts risques de rechute, c'est un peu comme c'est un groupe de patients à haut risque de rechute qui étaient randomisés entre 3 cures de chimiothérapie, on va dire conventionnelle, Catrépide-Rémicine. En Italie, ils utilisaient Catrépide-Rémicine parce que c'est Pharmitalia à l'époque qui a développé la pharmorobicine. Et donc c'est le seul pays encore européen à utiliser la pharmo, à part le sein, je parle dans le sarcome. 120 mg par mètre carré de Catrépide-Rémicine, qui est l'équivalent de 70-75 mg par mètre carré d'Adria. Plus 9 grammes d'IFO, 3 cures. Versus une chimiothérapie à la carte. Alors quand c'était un liposarcome myxoïde, c'était la trabectiline. En l'occurrence, notre malade à nous, là, c'est un liposarcome myxoïde. S'il avait été tiré au sort, soit là, soit là. Si c'est un synovillosarcome, la drogue de référence, c'est l'ifosfamide à forte dose. Randomisé entre 3 et l'ifosfamide, et ainsi de suite. L'étude, il fallait inclure 350 malades. Et l'hypothèse principale, c'était de diminuer le taux de rechute locale à 5 ans, de 40 à 27%. Vous avez vu cette étude ou pas? Vous avez vu le résultat? On s'attendait exactement à ça dans le bras Adria IFO. 4 épis, 60% de contrôle tumoral, c'est 40% de rechute à 5 ans. Mais là, on s'attendait à 72%. On est à 38%. Alors, curieusement, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous avez une tumeur localisée, visiblement les facteurs biologiques qui conditionnent la sensibilité ou la résistance à un traitement donné, ça n'a rien à voir entre une tumeur localisée et en situation métastatique, parce qu'on avait choisi ces traitements systémiques basés sur ce qu'on observe en métastatique. Tout le monde était surpris par ces résultats-là. Grosso modo, c'est une chimiothérapie merdique par rapport à une chimiothérapie vieillotte, mais qui marche. Vous en pensez quoi, cette étude? Le plan, ouais. C'est les meilleures drogues qui ont été utilisées pour les soucis physiologiques en termes de PFS ou en termes de taux de réponse. En termes de PFS, le taux de réponse, tu sais, le taux de réponse, tu l'avais avec le pazopanine, c'est 4%. La trabectiline, c'est 10-12%, sauf peut-être pour les liposarcomes myxoïdes, c'est un peu plus. Mais en termes de PFS, en termes de... Là où on a fait des progrès dans toutes les tumeurs, c'est en situation métastatique. Et plus on a une efficacité en termes de contrôle tumoral en métastatique, plus on a intérêt à les développer précocement. C'était valable pour l'imatinib dans les gistes, c'était valable pour plein d'autres drogues. Donc quand même, on était assez... par rapport à l'Adria IFO en métastatique, on a vu des très belles réponses avec ces associations-là en métastatique. Donc il était licite et pas totalement débile de les utiliser en évaluation. Le but en EWATch, c'est de faire du taux de réponse. Le but, c'est qu'on diminue la taille de la tumeur et qu'on peut stériliser. C'est vrai, mais l'ifosfamide à forte dose dans le synovial-sarcome, très sincèrement, ça faisait très longtemps que je me disais, tiens, si ça se trouve, l'Adria ne sert à rien dans le synovial-sarcome. Et faire 9 grammes d'IFO, quand tu réinstaures l'IFO dans le synovial-sarcome métastatique, tu as encore énormément de réponses. Donc c'est pas totalement illogique. La trabectine, c'est pas totalement illogique. Gemcitabine, Gemtax, dans le Léo, c'était pas totalement débile non plus. Non, mais c'est tout à fait discutable. En tout cas, le message, c'est qu'entre une tumeur localisée et une tumeur métastatique, c'est pas les mêmes clones cellulaires. C'est pas les mêmes voies de signalisation. Il faudra faire des biopsies systématiques, c'est ce qu'on fait la pathologie, pour mieux comprendre. En tout cas, c'est comme si... Je ne sais pas si j'ai ces diapositives ici, mais ce taux de survie sans progression est à peu près le même si tu faisais rien. C'est comme si tu avais opéré d'emblée. C'est une étude historique comparative. Et là, par contre, par rapport aux études précédentes, ils s'attendaient exactement à ça. Alors, c'est passé en plénière parce que non seulement c'est un impact significatif sur la survie sans progression, mais sur la survie globale aussi. Ce qui n'est pas étonnant, parce que quand on est dans les hauts grades, un patient qui rechute dans les 2 ans ou 3 ans, qui font des métastases pulmonaires, il décède en moyenne dans les 18 mois, médiane à l'heure actuelle, il n'y a que 8% des patients qui sont en vie 5 ans après le diagnostic de métastase. On a du mal à sauver les patients métastatiques. Les FS corrèlent souvent à la survie. N'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez. Donc, les Italiens, l'avantage c'est qu'ils sont assez homogènes. Ils ont pris toujours le même groupe de patients.
On sait que c'est un des rares pays où ils font pratiquement tout le temps une chimiothérapie post-opératoire, avec le même schéma thérapeutique que je vous ai montré, la 4-épyrémycine nifosfamide. Ça, c'était l'étude adjuvante des années 2000, c'est des patients inclus dans les années 90. Ils étaient randomisés après l'exérèse d'un sarcome de haut grade, même type de patient, 5 cures de chimiothérapie versus rien. Et à ce moment, le taux de survie sans progression à 5 ans est de 44%. Ce qui est intéressant, et je veux insister là-dessus, c'est l'importance de la qualité d'exérèse chirurgicale. Lorsque vous êtes en situation adjuvante, ça veut dire souvent le chirurgien, il ne sait pas trop ce qu'il a opéré, il fait un diagnostic post-opératoire, l'exérèse est forcément marginale. Donc il n'y a que seulement 50%, dans toutes les séries d'adjuvants, il y a 50% de chirurgie R0. On reprend les marges de sécurité, quand on regarde un petit peu vraiment ce que le chirurgien a fait, c'est rare d'avoir 100% de R0, c'est impossible. En adjuvant, c'est 50% de R0. C'est peut-être pour ça que la chimiothérapie adjuvante rattrape un peu les chirurgies de mauvaise qualité, un petit peu. Quand vous êtes en néo-adjuvant, c'est-à-dire vous avez une biopsie, vous savez que c'est un sarcomyogramme, et donc faire une chimiothérapie première, ça permet d'avoir 90% de chirurgie R0. Et c'est possiblement par ce biais-là que vous avez un impact sur la survie à 5 ans. Vous augmentez, c'est les mêmes malades, hein, sauf qu'une fois vous avez fait 5 cures en adjuvant, là c'est 3 cures en induction. Vous me suivez ? Donc cette patiente-là, on lui a pas fait de la chimiothérapie première, on lui a fait donc de l'ILP. Alors à l'époque, peu importe les dates, mais à l'époque on faisait 4 mg de TNF. C'est 1000 € le milligramme de TNF, c'est vraiment cher, on ne savait pas si c'était la bonne dose. Donc il y a eu une étude randomisée qui a démontré que 1 mg était l'équivalent de 4 mg pour le membrane. Et qu'il y a 10% de chute à peu près quand vous faites une perfusion de membre. Donc quand vous aviez 10% de 4 mg, c'est 400 nanogrammes, c'est 2-3 fois la dose mortelle chez l'homme. 1 mg, c'est mieux de tolérer. On fait systématiquement une IRM à un mois, systématiquement une IRM à 2 mois. Il y a une réponse partielle volumétrique. On opère en général 2 mois, 2 mois et demi après la perfusion de membre. C'est ce qui s'est passé. Exérèse du biceps, excusez-moi l'oublier, exérèse du sciatique. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne marche plus après l'exérèse du sciatique. C'est pour ça qu'on fait souvent des chirurgies incomplètes sur des neurosarcomes, parce que le chirurgien ne veut jamais retirer le sciatique. En fait, pour en avoir vu plusieurs, je ne dis pas qu'on marche super bien, mais on marche encore. Il y a d'autres voies de... Alors évidemment, c'est pas un escalier en courant. Et exérèse du sciatique et artère de la veine fémorale profonde. 130 mm x 100, c'est-à-dire qu'on est passé de 200 mm à 130. Nécrose, 90%, exérèse R0. Qu'est-ce que vous faites derrière? Donc là, on a fait notre traitement en induction pour faciliter l'acte opératoire. À cette date, à cette patiente, on a fait l'ILP. On a pu faire une exérèse R0. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Chimiothérapie, radiothérapie adjuvante, chimio adjuvante, radiothérapie adjuvante, surveillance, hyperthermie. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en RCP. Elle vient de subir donc une ILP, une chirurgie. Rien, chimio, radio, vous faites quoi à la 28 ans? C'est un hypomix. C'est quoi le standard? Il n'y a pas de standard? Le standard, c'est quand même la radiothérapie. Hein. Et la radiothérapie peut être faite même après une perfusion de membre. Le standard vraiment... surtout, en plus, quand vous faites un traitement d'induction et que vous l'opérez, vous avez une chirurgie R0, vous avez réduit la masse tumorale, il faut quand même faire une radiothérapie. En diminuant l'importance du volume tumoral, vous avez pu laisser quelques cellules tumorales sur le lit tumoral. On se base sur le volume initial pour prendre tout le champ d'irradiation, avec toute la tumeur en place. Alors, vous allez en Italie, ils font de la chimiothérapie et de la radiothérapie, comme je vous l'ai dit, hein, parce que la chimiothérapie, est-ce que la chimiothérapie est un standard? On va en discuter. Radiothérapie adjuvante. La chimiothérapie, là pour le coup, c'est pas un standard. Là, vous avez l'étude
Donc, la dernière étude de l'ORTC qui compare 5 cures de chimiothérapie par doxorubicin versus rien, 351 patients. C'est la dernière étude qui sera publiée, qui a été portée sur une association d'anthracycline et d'ifosfamide après l'exérèse d'un sarcome de haut grade de Magnété. Aucun impact sur la survie, sans progression, aucun impact sur la survie globale. Donc c'est vraiment pas un standard. Alors on avait fait ce travail-là à l'époque, on avait combiné les deux études randomisées de l'ORTC. Quels sont les patients qui bénéficient le plus d'une chimiothérapie adjuvante? C'est ceux qui ont justement une chirurgie R1. Alors que les patients, quand ils sont bien opérés, dès le début, peu importe s'ils ont reçu un traitement ILP ou pas, l'exérèse R0, il compte. Quand vous êtes bien pris en charge, biopsie initiale, enfin imagerie, biopsie initiale, chirurgie en bloc, marge de sécurité saine, chirurgie R0, l'impact de la chimiothérapie, ça n'a rien. C'est sur les patients qui ont une exérèse R1 que la chimiothérapie marche le mieux. Là je passe, c'est un peu... donc aujourd'hui l'algorithme chez nous il est là. À qui on ne fait jamais de chimiothérapie adjuvante lorsqu'on a une exérèse R0, quel que soit le sexe, quel que soit le grade. Même parfois on ne fait pas de chimiothérapie adjuvante après résection R1 dans les grades 2. Et dans tous les grades 1 en tout cas. Le principal c'est la rechute locale. On peut accepter une exérèse R1 parce que le principal risque c'est qu'il rechute localement. On reprend chirurgicalement les patients qui me rechutent localement. Aucun sarcome superficiel, aucun sarcome rétropéritonéal, bien entendu, pas les patients qui, même si aujourd'hui on repousse la vieillesse, hein, il y a des patients qui sont en pleine forme, mais en tout cas à l'époque, il y a un cut-off, la gériatrie, on voit des patients de on voit des patients de 90 ans dans la consultation qui veulent une chimio, hein, poussés par leur mère. À qui on propose une chimiothérapie adjuvante? C'est en cas d'exérèse R1, même après 2 tentatives de chirurgie conservative pour les rendre R0, dans les grades 3 et surtout chez les hommes. Je ne sais pas pourquoi, c'est les hommes qui bénéficient plus de la chimiothérapie adjuvante par rapport aux femmes. Et puis si on ne peut pas relire les lames parce que c'est inconnu, si on discute au cas dans la database de la même question que tout à l'heure, combien de patients à votre avis reçoivent une chimiothérapie adjuvante en France? Sur 100 sarcomes, il y en a combien qui vont recevoir une chimiothérapie adjuvante? Dans la database de Bordeaux qui compte maintenant 15 650 sarcomes des tissus mous opérés. 15%. Vous allez en Italie, vous n'êtes pas loin de 50%, hein, 40%. Vous allez en Angleterre, vous n'êtes pas loin de 0%. Ça dépend un peu de la culture du pays, des résultats de leurs études. Donc c'est à peu près ce qu'on a. Oui. Le pronostic, quand un patient est R1, bien opéré, qui est bien R0, c'est le même? C'est une très bonne question, ouais, c'est exactement s'il faut. Quand vous avez une chirurgie R1, la première question qu'il faut se poser, c'est, pour lui éviter une chimiothérapie adjuvante, c'est peut-on le rendre R0? Et si c'est facile, si le geste, un peu comme le. Alors, on a discuté tout à l'heure un peu dans les GIS, enfin la même problématique, c'est si la rechute locale n'entraîne pas un geste mutilant, ou si la reprise chirurgicale n'entraîne pas un geste mutilant, il vaut mieux le reprendre. Si la reprise chirurgicale est délabrante, avec entraînant un sacrifice d'un os ou d'une structure vasculaire, à ce moment-là, on préfère attendre la rechute ou traiter. On ne le reprend pas systématiquement. Il faut être certain que l'on puisse reprendre une chirurgie R1 pour le rendre R0. Si pour le rendre R1 nouveau, il restera définitivement R1. Et après, c'est à nous de décider si on fait une chimiothérapie adjuvante ou dans une thérapie. Mais si c'est un sarcome de fesses, de cuisses, où il reste encore énormément de tissu à pouvoir compléter la chirurgie, c'est facile. Hein. Et on récupère toute la pression. Et on le récupère dans les différentes études, oui, on le récupère. Alors regardez, c'est pour ça qu'aujourd'hui encore les chirurgiens se permettent de dire oh ben, j'ai fait une exérèse R1, je vous l'envoie dans un sens, ils vont le rendre R0. Parce qu'il y a 3-4 papiers, dont certains américains, qui vous montraient qu'il y avait exactement la même survie, que le patient soit repris dans un centre ou pas.
vous opérez d'emblée. Donc c'est pour ça que, et aujourd'hui c'est quand même pas le standard. C'est pas tous les chirurgiens font un exérèse R1. Parce que dans 50% des exérèses R1, la reprise chirurgicale est très compliquée, nécessite un geste délabrant. Il faut vraiment privilégier le traitement local, il ne faut pas le rater. La prise en charge initiale, c'est qui va conditionner tout l'avenir. Partez de ce postulat-là. Il faut mieux perdre du temps au départ que de discuter un RCP, une troisième ligne de chimiothérapie en solution métastatique. Vous gagnez beaucoup plus de temps au départ, vous rendez surtout le patient. Peut-être l'avenir, il est là, parce qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas trop si la chimiothérapie adjuvante, on sait que la chimiothérapie adjuvante n'est pas un standard, mais même la chimiothérapie d'induction n'est pas encore un standard. Si on veut encore utiliser les vieilles drogues comme la doxorubicine et l'ifosfamide, c'est quand même surprenant que 40 ans après, on n'ait toujours pas fait de progrès dans la chimiosensibilité des tumeurs localisées. C'était quand même surprenant de voir cette communication orale qui démontre qu'une vieille chimiothérapie est encore plus efficace qu'une chimiothérapie, on va dire, à la carte. C'est trouver une signature moléculaire. Alors, il y a celle-là qui a l'avantage d'exister, et surtout elle est française. C'est une découverte d'une signature moléculaire sur 67 gènes, mais possiblement, c'est largement trop. Si ça se trouve, c'est 4-5 gènes, pas plus. À l'époque, il se faisait en congélation, maintenant qu'il se fait en paraffine. Des tas de gènes qui sont impliqués. Il y a la topo2, il y a aurora kinase, il y a en fait tous les gènes qui sont impliqués dans l'instabilité chromosomique et dans la division cellulaire. Il a appliqué, alors on ne sait pas si c'est un facteur prédictif de sensibilité à une chimiothérapie ou pronostic, mais quand vous regardez même au sein du groupe le pire, les grades 3 des sarcomes, vous voyez que cette signature moléculaire, mauvais pronostic, pas de signature moléculaire, bon pronostic. Donc on va essayer d'appliquer cette signature moléculaire aux nouveaux essais que l'on va développer au sein du groupe sarcome français autour de la chimiothérapie doxo-ifo, plus ou moins, enfin, dans cette indication, dans cette signature, en fonction de cette signature-là, stratifiée sur la signature. Tac. Donc le standard, c'est la radiothérapie. On revient à l'autre cas. Radiothérapie, 50 degrés. Fractionnement classique. Vous avez remarqué que dans les sarcomes, il n'y a pas de fractionnement particulier. Il y a eu quelques études d'hypofractionné, d'hyperfractionné accéléré. On est encore la dernière roue du carrosse, entre guillemets, c'est que les techniques modernes de radiothérapie ne font pas mieux. Pourquoi? C'est parce que c'est des gros volumes tumoraux, c'est des tumeurs qui survivent dans un milieu plutôt anaérobique, hypooxygéné. Ça ne sert à rien de faire hyperfractionner, c'est pas le petit cellules bronchique. Donc c'est 50 Gray, plus ou moins 10-15 Gray sur le lit tumoral. Puis surveillance. Alors quelle surveillance? Donc là la patiente est en rémission complète, un volumineux liposarcomique solide de cuisse, ILP, chirurgie R0, radiothérapie. Qu'est-ce que vous proposez à cette patiente? Plusieurs réponses possibles. IRM du membre et TDM pulmonaire, IRM du membre et radio de thorax, IRM du membre, TDM pulmonaire et abdominopelvien. Puis après, il y a d'abord ça, puis après, là. Vous avez quoi, patiente? Radiologue du... C'était qui le radiologue? C'est moi. Là, il y a rien du membre, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a 3 cités. Là, Pas mal. Arnaud. Ensuite, pour la surveillance, je suis là tous les 3 mois pendant 2 ans, puis tous les 6 mois pendant 3 mois. Attends. Là, tu as IAM du membre. Tu choisis plutôt TDM pulmonaire, radio de thorax, TDM pulmonaire et abdominopelvien. Paltap. Donc paltap. Et entre ça et ça. J'ai le pulmonaire, donc je suis là 1 et la 4. Il y en a 1 et 4. Bah c'est pas bon. J'ai tenté. Pour 2 raisons. En fait, il y avait un piège, parce que l'hyposarcomyxoïde donne plus souvent des métastases infra-abdominales que pulmonaires. Et on l'a dit tout à l'heure. Donc, On a dit les lipos peuvent donner des méta-hépatiques et les lipomyxoïdes au départ doivent avoir une IRM duraquique parce qu'ils ont des métastases osseuses qui ne fixent pas à la scintille. Tout à l'heure, Olivier vous a dit quel est l'organe souvent atteint en situation de métastase, c'est le poumon, on est tous d'accord. Il y a un seul cas où il y a autant de métastases pulmonaires
que de métastases intra-abdominales. C'est l'hyposarcomyxoïde. Je dis ça parce que je me suis, avant de vous dire ça, je me suis fait avoir 20 fois. À l'époque, au début, on ne connaissait pas bien le sarcome. Je suivais les patients là, plus là, puis il a récidivé là, avec une masse. Et c'est les hypomix, en les reprenant tous, c'est pour ça qu'il y aura tout intérêt à travailler tous ensemble. Hein. Gardez pas votre sarcome seul dans votre coin. C'est en mettant tous les liposarcomyxoïdes dans un même article qu'on s'est aperçu, bah tiens, c'est curieux, il y a un tropisme particulier pour l'abdomen et pelvis. Donc, c'est là qu'il fallait répondre. Alors là et là, je suis assez sceptique, parce qu'il y a des papiers qui montrent que pour les sarcomes de bas grade, l'intérêt du scanner n'apporte rien par rapport à l'hypothorax. Comme c'est un hyposarcomyxoïde, c'est toujours de grade 1 et de grade 2. Il n'y a pas de hyposarcomyxoïde de grade 3. C'est un papier japonais, mais c'est assez intéressant sur la plus-value de l'apport du scanner pour détecter des micro-métastases qui peuvent modifier la prise en charge en archute. Pour les bas grades, retenez qu'une rayure de thorax, ça suffit. Et quand vous voyez 6 mois après, le nodule apparaît un peu plus gros, bah, il fait déjà 2 cm, vous faites un scanner, mais vous n'avez pas modifié la survie du patient. Alors qu'un sarcome de grade 3, il faut plutôt faire une télémthoracie. Et ensuite, c'est un liposarcomyxoïde, c'est plutôt un bas grade, donc c'est plutôt tous les 6 mois. Si c'est un sarcome de haut grade, en effet, tous les 3-4 mois, les 2 premières années, les patients sont un peu inquiets quand vous avez une tumeur de 22 cm, c'est pas une erreur de les voir tous les 3-4 mois pendant 2 ans. Mais le standard pour les grades 2, c'est tous les 6 mois, puis une fois par an. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer que c'est typiquement des métastases intra-abdominales que l'on voit apparaître en reprenant les 44 patients traités par trabectine en Europe, qui ont été rapportés en 2007, il y a longtemps, mais c'est pas si vieux que ça, quoi. Et qu'il y a 38% de patients qui ont développé des métastases intra-abdominales et 30% au niveau du poumon. Donc l'hyposarcomyxoïde, rappelez-vous, ping, rechute abdominale potentielle. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez ces patients. Donc on a 4 ans après. Souvent les liposarcomyxoïdes, rappelez-vous aussi que les sarcomes de grade 2, de grade 1, quand ils rechutent, c'est plutôt 4-5 ans, 5 à 10 ans. Il y a certains grades 1 qui rechutent en métastatique 5 à 10 ans après. Les grades 3, c'est plutôt les 3 premières années.